Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme vidéo ludique et de qualité supérieure helvétique. C'est déjà une bonne interview, c'est déjà bien, on est déjà bien. Dans cette interview très spéciale qui, je dois dire, nous tenait particulièrement à cœur à Maëlle et moi, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir quelqu'un dont la spécialité est de faire rire les gens. On va essayer de garder notre sérieux pendant l'interview, même si j'espère secrètement qu'il accomplira sa mission d'humoriste et qu'il arrivera à nous faire rire. On va discuter de ses inspirations, de son parcours et de tout ce qui fait sa touche unique. Donc, sans plus tarder, accueillons Romain Debuic. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, j'ai l'impression qu'il y a un public de 17 personnes. Salut, ça va? Ben, ça va très bien, merci de m'accueillir, je suis content d'être ici. Grand plaisir. C'est cool, on explique quand même, il y a le théâtre qui est juste ici, et en fait c'est une école là qui est vraiment à côté du théâtre où je joue ce soir. C'est ça, mais en fait on est déjà dans l'enceinte de l'école. D'accord, donc quand le théâtre, en fait là où je vais jouer sur scène, normalement il y a... On utilise la ouais, scène vous pour utilisez la scène théâtre, pour etc. réviser. Ah, vous êtes en option théâtre? Non, mais on a une partie de l'année où on fait une partie de théâtre. Une partie de théâtre, d'accord, ok. C'est ça. Bon, trop bien, c'est un joli théâtre. Oui. Donc on commence par des courtes questions du style tu préfères. Ok, trop bien, trop cool. Prêt? Je suis né prêt. Alors, TikTok ou YouTube? TikTok. Raclette ou fondue? Ouais, fondu. Bonne réponse. Merci. Batman ou Spider-Man? Ah, non mais c'est Batman, historiquement Batman quand même, Batman. Montagne ou bord de mer? Bah, ça va, vous allez mal le prendre. Bord de lac en montagne. Lundi ou vendredi? Lundi, Chocolat ou vanille? chocolat, Netflix and chill ou cinéma? cinéma. Drôle de zébulon à la tignasse bouclée à la tchatch XXL ou juste la touffe? Je savais pas que ça, j'avais ce pion-là aussi. On va prendre la touffe, j'aime bien la touffe. C'est mon nom de super-héros à moi, il y a Batman, Spider-Man et la touffe. Bon, vous nous arrivez de Lyon, on espère que vous avez fait bonne route. Alors j'arrive de Paris là pour le coup, j'arrive pas de Lyon aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Elles étaient vachement bien les questions courtes là, ça m'a mis dans une angoisse de ouf. Batman, Superman, non merde. Bon, bah on va commencer tout de suite cette interview un peu plus sérieusement. Aujourd'hui, 697 000 personnes vous suivent sur Instagram et YouTube, si je dis pas de bêtises. Alors parce que moi je suis français de base, donc 697. 697 sur Instagram. Instagram et YouTube. C'est les chiffres qu'on a trouvés. C'est pas des bons chiffres. Pas les bons C'est pas les bons chiffres, désolé. Aïe, aïe, aïe. C'est... Mais du coup, c'est horrible parce que du coup, je vais dire, non, écoute, tu t'es trompé, j'ai 700 000 abonnés sur Instagram, 3 millions sur TikTok et 938 000 sur YouTube. Ok, moi j'allais suivre avec J'ai 3 dit- sur TikTok, justement. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais en même temps, on n'est pas loin. Qu'est-ce que j'ai fait chier pour ça? Mais parce qu'il y avait la barrière du 700 000 que j'ai passé et que j'étais content et tu me l'as pas mise. T'es resté sur le 600 000. C'est une info très facile à vérifier, hein. Mais bon, ça fait longtemps qu'on a écrit les questions. Pour l'instant, ne parlons pas de ça et remontons le temps pour commencer par le commencement. Comment est-ce que tu es arrivé sur la voie de l'humour et à quel moment tu as pensé et que tu as décidé que tu allais en faire ton métier? Alors moi, l'humour, ça fait partie de qui je suis depuis... Mais, enfin, comme tout le monde, on a tous un rapport à l'humour. Il y en a qui préfèrent rire, il y en a qui préfèrent faire rire. Dans les groupes de potes, t'as toujours le gars qui est marrant et les autres qui rigolent. Et d'ailleurs, moi, dans mon groupe de potes, je suis pas le marrant. Dans mon groupe de potes à moi, c'est pas moi qui fais les grosses vannes. Je suis pas du tout le mec le plus drôle de mon groupe de potes. Pour moi, mon ami le plus drôle, il s'appelle Stanislas. Stanislav, je suis un fils de chien, j'ai raté la lettre de mon meilleur ami. Tu te rends compte ou pas? Stanislav, c'est le mec le plus débard de mon groupe de potes, mais à l'unanimité, c'est-à-dire que c'est le mec le plus drôle de la Terre, et il travaille dans l'hôtellerie. Ok. Rien à voir. Et toi, tu as commencé dans la philosophie, justement. J'ai fait 3 jours à la fac de philo, mais j'avais commencé le stand-up avant. En fait, même si je suis pas le mec le plus marrant de la Terre à l'origine, qu'aujourd'hui je suis en train de le devenir progressivement, mais même si de base, moi j'aime plutôt rire que faire rire, j'avais quand même rapidement cette passion. Je suis monté sur scène pour la première fois de ma vie à 15 ans pour faire du stand-up. Et il y a un truc, tu te dis, je m'en fous de pas être bon, juste c'est bon, c'est tellement bon, je veux faire ça toute ma vie. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Ok. Donc comme tu as dit, tu as commencé à 15 ans le stand-up et tu as fait la première partie de Caroline Vigneault. Est-ce qu'elle t'inspire et est-ce qu'elle, pour tes spectacles, ou est-ce que tu as d'autres inspirations?
Caroline Vigneault, c'est une source d'inspiration, mais pour beaucoup de gens, hein, pas que pour moi. Moi, j'admire et je suis très inspiré par cette femme pour tout ce qu'elle représente. C'est-à-dire que c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme qui est engagée, qui est extrêmement drôle, qui est très indépendante, qui élève extrêmement bien ses 2 fils. Et elle traite ses spectateurs comme ses enfants, avec beaucoup d'amour, un peu d'éducation et énormément d'humour. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette personne. C'est assez rigolo, c'est-à-dire que elle n'a pas une place de maman à mes yeux, plus de marraine, plus de tante, mais c'est en même temps une grande sœur, une meilleure amie, un truc, j'ai un rapport très très privilégié et particulier avec elle, parce que c'est elle qui m'a donné, je pense aussi, cette force. Elle a cette force de l'indépendance totale et d'être une femme dans un monde d'hommes, dans un univers très masculin. Elle produit elle-même, elle met en scène toute seule, elle écrit toute seule, elle a ses engagements et personne ne va différer là-dedans. Je l'admire énormément pour cette capacité-là. Tu nous parles donc de rapports privilégiés et ou familiaux. Donc dans le même thème, comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit que l'humour, ce serait ton futur ? Alors au début, ils n'y croyaient pas de ouf, pas tant parce qu'ils n'avaient pas confiance en moi, mais parce que quand j'étais petit, j'ai entamé beaucoup de choses. J'étais un enfant qu'entamait, tu vois. C'est-à-dire que à un moment, j'ai démarré l'humour et il se trouve que j'ai continué et que c'est devenu mon métier. Mais avant ça, j'avais entamé la magie, le chant. J'étais dans un quart d'enfant professionnel quand j'avais 11 ans, mais je m'en suis lassé, enfin je me suis fait virer, mais il se trouve que je me suis fait virer et que du coup, étonnamment, ça m'a du coup un peu énervé, du coup le chant ça m'a un peu saoulé. Mais j'étais au conservatoire on faisait plein de trucs, on faisait un peu de danse, on faisait un peu il y avait du classique, du contemporain, je m'en suis lassé aussi un petit peu. J'avais fait des petites vidéos YouTube quand j'étais au collège, qui étaient des petits sketchs un peu pas ouf, qui étaient pas de moi, hein, juste on reprenait des sketchs qui existaient, on le refaisait avec des copains, j'ai abandonné aussi. Donc en fait, il y a plein de trucs que j'ai commencé et que j'ai lâché. J'ai toujours été un gamin voilà, qui tente un truc, qui vit pour ça pendant 1 mois, mais vraiment mais jour et nuit quoi. Quelle que soit la passion que j'ai eue quand j'étais gamin, c'était un truc, mais il y avait que ça. Et au bout d'1 mois et demi, je suis oh bah ça m'énerve les échecs, allez je vais faire autre chose. Et tout ça en boucle. Donc quand je dis maintenant c'est le stand-up, c'est pas en mode il y arrivera pas, c'est en mode oui, bon, bah, dans 1 mois, ce sera le patinage artistique, quoi. Donc, sauf que là, j'avais vraiment trouvé. Okay. Moi, je le savais. Et est-ce que, du coup, tes débuts d'études, 3 jours d'études de philo, t'ont aidé pour ou inspiré dans l'écriture de tes spectacles ? Alors, pas du tout. C'est compliqué en 3 jours de se faire inspirer par quoi que ce soit. De toute façon, il fallait que je m'inscrive quelque part. Mais je me suis inscrit à la fac par principe. En fait, quand je démarre la première année post-bac en septembre 2016, je suis inscrit à la faculté de philosophie de Paris-Tolbiac. Je suis à la fois au conservatoire et je rentre dans ma première année de diplôme d'études théâtrales dans l'objectif de faire les conservatoires nationaux. Et à côté, je commence la programmation de mon tout premier spectacle dans un petit théâtre à Paris. Voilà, ça donc déjà, il y avait trop. Avec 1, déjà, c'est beaucoup. Donc là, j'en avais 3. Donc la philo, c'était sûr que ça allait dégager. Par contre, j'aime beaucoup la philosophie et je pense que la philosophie et l'humour sont très liés parce que la philosophie, c'est de la remise en question. Et l'humour aussi, c'est remettre en question son regard pour se dire tiens, si là, ce que je regarde là, c'est triste, nul et moche, mais si je le regarde comme ça devient archi marrant. Et je trouve que la philo, c'est aussi un petit peu ça. C'est vraiment, on vulgarise à mort la philo. Moi, mon rapport à la philo, de ce que j'ai compris, hein, ça se trouve, j'ai rien compris, mais c'est ce que les philosophes font un petit peu, c'est qu'ils regardent, ils étudient, et puis à un moment, ils disent « Non, mais alors attendez, tout le monde regarde là. Moi, je vais aller regarder comme ça pour voir comment ça marche. » Et tout le monde dit « Mais vous êtes fous !» Et généralement, quand on dit à un philosophe « Vous êtes fou », c'est qu'il est sur la bonne voie. Donc j'essaie de faire pareil en humour. J'essaie qu'on me dise « Vous êtes fou ». Bon, maintenant, revenons à l'application qui transforme chaque ado en danseur, philosophe, humoriste et expert en conspiration en moins de 30 secondes et qui donne à l'impression à tous nos parents que la fin du monde est diffusée en live, et je parle bien de TikTok. Pendant le confinement, tu as installé TikTok pour pouvoir garder un lien avec ton public alors que toutes les scènes étaient fermées. Aujourd'hui, tu as 3 millions d'abonnés. Comment cette transition sur les réseaux sociaux a changé ta manière de créer et ou de partager ton humour ? Et puis, est-ce que ça a modifié ta vision du public et de la scène en général ? Moi, les réseaux ont tout changé dans ma vie. Ils ont tout bousculé. Moi, avant d'aller sur les réseaux,
je voulais pas y aller sur les réseaux. J'étais fermé. C'est même pas que ça m'indifférait, c'est que je ne voulais pas. C'était parce que quand aujourd'hui, et déjà il y a 5-6 ans, moi j'ai démarré il y a 10 ans, mais déjà il y a 10 ans, on disait aujourd'hui on ne peut pas être un artiste si on n'est pas sur les réseaux sociaux. On ne peut pas marcher en tant qu'humoriste si on n'a pas un compte Facebook à l'époque, je suis vieux, si on n'a pas un compte Facebook qui a au moins 10 000 abonnés. On parlait d'autres chiffres à l'époque. L'impression d'avoir 1000 ans quand je dis ça, c'est génial. Et moi, ça m'énervait beaucoup cette contrainte. J'aime pas quand on me dit faut faire ça ou faut pas faire ça. Toute injonction m'énerve. J'aime pas l'ordre. Et quand on me dit il faut absolument faire des réseaux sociaux, moi je suis en mode eh ben je vais absolument pas en faire et je vais faire que de la scène. Le confinement arrive et j'avais installé TikTok quelques mois avant le début du confinement, pour être précis. J'avais installé TikTok 2 mois avant et c'est vrai que il s'est passé quelque chose tout de suite. Ma première vidéo a fait 20 000 vues. Ça faisait 5 ans que je faisais du spectacle. Et il y a eu plus de monde en une demi-heure sur TikTok qu'en 5 ans dans mes salles de spectacle. Ça fait bizarre. Je vois le chiffre, je fais copégué. Mais j'ai vraiment un truc, quoi, 20 000 Aujourd'hui, je fais 20 000, je supprime la vidéo, j'ai honte. Mais à l'époque, je suis en mode 20 000 vues. Mais moi, je publiais des fois des extraits de spectacles sur Facebook. J'essayais un peu de faire YouTube, machin. Et ça dépassait pas les 200 vues. 20 000, c'était mais monstrueux. Je dis, putain, tout d'un coup, il y a 20 000 personnes, c'est ma ville, quoi. Il y a toute ma ville. Je connais pas les chiffres exacts de ma ville, mais ça sonnait bien. Mais je dis, putain, 20 000 personnes, c'est monstrueux. Donc, quand le confinement est déclaré 2 mois plus tard, je me dis, OK, je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de théâtre, je peux pas avancer dans mon métier, je vais faire des vidéos. En me disant, tiens, au pire, ça fera des spectateurs en plus à la fin du confinement qui est censé être dans 8 jours. À la base, c'était ça la règle. Je sais pas comment c'était vous en Suisse. On a eu le même confinement ou pas? Je ne crois pas, mais... On était un peu trop petites pour s'en souvenir, je crois. Ouais. Donc, les chiffres exacts. Vous avez quel âge? 15. 5 ans. 15 ans. Ah oui, vous aviez 10 ans, Ouais. 11-10 ans à l'époque, ouais. Bon, on a des souvenirs, 11-10 ans. Comme on m'a dit, on se rappelle plus, je fais, vous avez 8 ans ou comment et moi, là où, pour répondre à ta question, moi, là où ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de créer, c'est que à l'époque, sur TikTok, les règles de TikTok, c'était, on avait 1 minute max, 59 secondes. On pouvait pas dépasser de 59 secondes. Et 80% des vidéos, 80% des vidéos, c'était des danses, des trends où les gens ne parlaient pas avec leur voix. Ils faisaient du trend, il y avait écrit des trucs, il y avait de la musique, ils dansaient beaucoup. C'était beaucoup ça à ce moment-là TikTok. Et je vous rappelle que j'aime pas l'ordre et que j'aime pas les règles. Donc quand on me dit ça, moi je dis ok, moi je vais faire 60 secondes, on me donne 60, je prends tout l'espace et je vais faire ce que personne fait à l'époque parce que personne ne le faisait à l'époque, vraiment, ou alors on était très très peu de créateurs à faire ça. Je vais faire du sketch. Je vais faire du sketch écrit, là où il y a beaucoup de spontané. Je vais faire plusieurs personnages qui se parlent. Je vais essayer de mettre des concepts, de faire des trucs. Et on a été quelques-uns à cette époque à démarrer ce truc-là qui aujourd'hui paraît extrêmement normal sur TikTok parce que le reste du monde s'y est emparé et donc la créativité, elle a pris plein de branches différentes. Mais à l'époque, très franchement, on n'était pas nombreux à faire ça. Et moi, à ce moment-là, j'ai une liberté monstrueuse. Et puis, moi, j'avais 5 ans de travail de l'humour dans les pattes. Donc, j'étais déjà un peu marrant. En tout cas, j'avais plein d'idées de trucs qui ne marchaient pas sur scène parce que c'était vraiment du sketché que j'avais jamais pris le temps de faire et que j'avais jamais eu envie parce que je me suis dit, ça va me prendre trop de temps, ça va être chiant. Bon, là, le temps, je l'ai, puisqu'on est confiné. Le public, il est là, il regarde. J'ai des idées. Je vais y aller à fond. J'ai fait 3 vidéos par jour pendant tout le confinement. Je me levais le matin, c'était écriture. À partir de midi, ça tournait. À 15h, ça montait. Et après, pour le lendemain, ça diffusait à, je me rappelle, les horaires, c'était 14h, 16h, 18h. Et il y avait 3 vidéos avec à chaque fois des concepts originaux, des chansons, il y avait des lives le soir. Enfin, tout d'un coup, il y a eu une explosion de créativité chez moi à ce moment-là parce que je regardais comme ça. Tout d'un coup, j'ai fait ça. J'ai fait, attends, et si j'écrivais comme ça? Et si je regardais le spectre de ce côté-ci? Donc oui, TikTok a, moi, évidemment changé ma vie parce que ça m'a apporté beaucoup d'exposition. Et surtout, moi, ça a changé ma façon de créer parce que, soudainement, il y avait une autre façon de raconter des histoires.
J'ai mis 15 minutes à répondre à tes questions. Je vous ai dit dans combien de temps ça va durer, ça va dépendre des questions. Vous n'avez pas anticipé que mes réponses allaient durer 25 minutes. Je suis chez le psy en fait, c'est pas une interview. Donc, du coup, dans tes vidéos, tu parles des thèmes divers et variés, comme la friendzone, les réseaux ou encore la bisexualité. Est-ce que tu as au moins un sujet tabou ou pas? Je crois pas. Après, il y a des trucs qui me font pas marrer. Donc oui, en fait, j'ai des sujets tabous. Quand un truc me fait marrer, je le fais. Je me suis jamais censuré une vanne, je me suis jamais censuré un concept. Moi, mon enjeu, c'est est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va m'intéresser moi? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que ça raconte quelque chose? Moi, c'est ça mes contraintes. C'est ça mes règles à moi que j'ai choisies. Et puis des fois, je décide de faire un truc qui n'a rien à voir parce que j'ai besoin des fois de changer de route et de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc, non, j'ai pas de tabou. Je parlais beaucoup plus avant, sur YouTube notamment. J'étais beaucoup dans la confession presque intime. Ce qui était plus facile parce qu'il y avait un peu moins de monde qui regardait aussi. Mine de rien, plus le temps avance, j'ai la chance d'être suivi par de plus en plus de monde. Faut y aller, c'est ça? 5 minutes, ouais. 5 minutes? Pour faire la balance, c'est trop. Bonsoir. On vous l'enlève, c'est... Bah, en fait, je vais vous dire un truc. C'est les meilleurs journalistes que j'ai rencontrés depuis des mois. Donc, je te... T'as besoin de... Écoute, ce qu'on fait, c'est que 5 minutes avant l'entrée publique, tu fais ton poète. Ouais. Et en attendant, je balance la musique d'entrée publique pour le hall. Ah, parce que la musique d'entrée publique est... Mais attends, il est quelle heure, là? 35. Et les portes ouvrent à 55 minutes. 20 heures? Ok, tu sais quoi, j'arrive dans 10 minutes. 10 minutes, ça te va? 10 minutes. Dans 10 minutes, j'arrive. Franchement, les questions sont bien. Non, mais je te jure, moi, je vois des. C'est pas pour chier à la gueule des autres journalistes, mais j'en vois vraiment H24. J'ai fait 3 phoneurs aujourd'hui. Les questions, c'est. Je dis même pas les questions tellement ça me... Mais c'est vraiment. Alors, t'es qui? De quoi parle ton spectacle? Et alors, du coup, à quel moment vous avez décidé d'arrêter les réseaux pour commencer la scène? Voilà. Les réponses de ces questions sont sur Wikipédia, bordel de merde. Donc, quand j'ai des gens qui sont un peu intelligents, c'est intéressant. Hein? T'as pas demandé en quelle année t'as gagné Top Chef? Pas encore, mais c'est la prochaine question. C'est la prochaine question. J'arrive dans 10 minutes max. Je termine ce que je disais. Je disais quoi? Sujet tabou. Ouais, sujet tabou. Donc non, voilà, c'est vrai que c'était plus facile pour moi avant d'aborder plus de sujets parce que j'étais moins suivi. Aujourd'hui, vu que je suis beaucoup plus exposé, ce qui est chouette pour plein d'autres choses, la contrainte, c'est que oui, des fois j'hésite un petit peu plus et puis surtout j'ai peut-être moins envie de parler de certaines choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et que ouais, il y a peut-être des choses aussi en grandissant. Moi, je me dis, tiens, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret aussi. Ok. On change un petit peu de sujet. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes de 17 ans et pour moi, leur vie, elle semble encore assez banale, entre guillemets, une vie d'adolescent, quoi. Mais toi, à cet âge-là, tu as déjà écrit ton premier spectacle, La Revanche des crevettes, et je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce que cette expérience, elle a changé quelque chose dans ta vie comme un grand saut vers une nouvelle réalité, ou bien pour toi, c'était la banalité de ta vie d'adolescent? Bon, non, je vais répondre, c'est trop, je te jure, vous avez trop bien bossé vos questions, elles sont trop bien, elles sont trop intéressantes, elles me font bégayer. Donc vraiment, je te jure, je fais des interviews avec des gens qui ont des diplômes et tout, qui ont 8 fois votre âge, et c'est pas au niveau, donc c'est trop bien. Moi, c'est sûr que j'ai eu une adolescence qui était différente de celle des autres aussi, parce que je l'ai voulu. Il y a plein d'adolescents qui vivent des choses de dingue parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire et aussi qu'ils le décident. Moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite, je m'ennuie beaucoup. Et quand tu es ado et que tu as la contrainte de l'école, des parents, du fait que tu choisis pas où tu vas en vacances et tout, que tu choisis pas à quelle heure tu rentres, ce que tu fais, il y a beaucoup de contraintes. Moi, quand je rencontre le stand-up à ce moment-là et que mes parents me laissent aller là-dedans, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup laissé m'exprimer. Moi, entre mes 15 ans et mes 17 ans, la journée, j'étais au lycée. La fin d'après-midi, soirée, début de soirée, j'allais au conservatoire pour faire du théâtre classique, contemporain, voilà, du conservatoire, quoi. Et la nuit, j'allais faire du stand-up dans les caves à Paris. J'étais mineur.
et j'allais faire du stand-up dans les caves à Paris. Je rentrais le soir à la maison à 23h minuit, je faisais mes devoirs et après je retournais à l'école pour 8h le lendemain. Parce que je m'emmerde et que j'ai besoin de remplir ma vie avec plein de choses. Alors, si j'avais pu à l'époque me passer de toute la partie école, je l'aurais fait avec plaisir. Mais en fait, aujourd'hui, quand je regarde 10 ans plus tard, j'ai juste retiré la partie école, quoi. J'ai retiré la partie chiante et j'habite... si je suis retourné chez mes parents entre-temps, mais ça c'est une autre question. Mais au final, je suis encore un peu cet ado qui s'ennuie et qui va s'amuser, quoi. Donc oui, j'ai eu, je pense, une adolescence... Je pense que j'ai eu une adolescence plus fun que même mes potes. Mais eux, à côté, ils faisaient des trucs qui, pour eux, étaient... Non, d'ailleurs, c'est complètement con ce que je viens de dire. Parce qu'ils faisaient des trucs très fun aussi. Parce que eux, ils étaient fans de rugby, ils étaient fans de musique, ils allaient voir des concerts et des machins. Moi, c'est vrai que très tôt, j'ai eu envie de professionnaliser tout ça. Parce que je sentais que de toute façon, ça allait venir. Alors, autant gagner du temps. Fais différemment. Ouais. Sortons un peu du sérieux et parlons des idoles. T'en as certainement un ou plusieurs. Alors, dis-nous si tu devais, je vais y arriver, si tu devais échanger ta vie avec un humoriste pendant une journée, avec qui tu choisirais et qui choisirais-tu et pourquoi? Oh, waouh! Je sais pas si j'ai envie d'échanger ma vie avec un humoriste. Ils sont tous névrosés à la mort. Si je devais échanger ma vie avec un humoriste, je pense que j'irais quand même chez les Américains. J'irais quand même voir à quoi ressemble une journée d'un Kevin Hart ou d'un Louis C.K. J'irais quand même regarder un Bob Burnham, comment est-ce que ça se passe quand on est américain, quoi, parce que c'est aussi toute une autre culture. Hein, machin. Chez les Français, le problème, c'est que tous les meilleurs artistes sont des gens extrêmement déprimés. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'échanger ma vie avec Muriel Robin, que j'admire beaucoup par ailleurs, ou Blanche Gardin, parce que je pense que c'est des gens très tristes, quoi. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être à leur place. Je pense que je suis bien dans leur salle de spectacle. Parfait. Donc, en parlant d'idole, tu es certainement devenue celle de Chris Marquez en participant à Danse avec les stars. Il n'y a pas de doute, ce mec m'adore. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur tes entraînements assidus? Alors, on bossait beaucoup avec Anna Riera pendant Danse avec les stars. C'est aussi pour ça qu'on est allé loin, c'est parce que vraiment, on s'est donné à fond. Enfin, on faisait mais on s'entraînait. En gros, la production de Danse avec les stars nous oblige, entre guillemets, parce qu'au final, on fait un peu ce qu'on veut. Mais bon, dans l'idée, tu dois faire à minima 3-4 heures par jour d'entraînement, ce qui est déjà énorme. Il y en a qui font 2. Hein. Nous, on faisait 6, 7, 8. Et des fois, une fois qu'on avait fini l'entraînement, on allait chez moi et puis on se réentraînait sur d'autres trucs. Le week-end, normalement, le samedi, dimanche, on était off. Nous, non. On a eu une pause de 2 semaines de Danse avec les stars. On a passé une semaine sans l'autre et puis une semaine où je suis allé chez elle dans le sud où on n'a pas arrêté. Donc, on était en permanence en train de travailler, en train de répéter et on avait une relation très, très, très forte, amicale, parce que, voilà, une fois que quand tu danses avec ton corps. Et donc, naturellement, tu danses avec ton cœur aussi. Parce que, au final, tout, je trouve, moi, c'est ça que j'ai adoré dans la danse, tout ce que tu fais dans la danse a un rapport avec ta psychologie. Si tu n'arrives pas à faire un mouvement, ça veut dire que je parle beaucoup. Si la lumière s'éteint, c'est que ça veut dire que je parle beaucoup. Enfin voilà, si j'arrivais pas à faire un mouvement de danse, c'était lié à un truc presque forcément, ce qui n'était pas forcément physique. Donc on s'entraînait beaucoup et un des trucs, c'est qu'Anna était extrêmement exigeante avec moi. Je vais arriver à l'anecdote, tu vois. Anna est très exigeante avec moi et moi je suis très exigeant aussi. Ce qui veut dire que quand on n'arrive pas trop à faire un truc, notre conclusion à tous les deux, tarés que nous sommes, était de se dire « Allez, c'est pas une raison, on continue, on refait ». Et on doit faire une rumba. Et sur cette rumba, il y a un porté qu'elle a chorégraphié, qui est absolument magnifique. On est tous les deux opposés très loin sur le parquet. Elle court vers moi, elle s'appuie sur mes jambes, elle envoie ses jambes au-dessus de moi, elle se balance sur le dos comme une bascule et moi je la rattrape avec les 2 bras et là elle est comme ça au-dessus de moi, vous voyez, et moi j'ai les 2 mains comme ça et je tourne pour la présenter en disant « Regardez cette déesse ». Voilà, c'est ça le but à la base. C'est à ça que ça doit ressembler. Et la difficulté qu'on a eu beaucoup avec Anna, c'est qu'on fait le même poids et que moi, je ne suis pas sportif.
Donc l'un plus l'autre fait que tous les portés qu'on a fait, pour moi, ils étaient très difficiles. Le porté se fait pas forcément beaucoup sur le poids, il se fait surtout, c'est une question de technique, en fait, quel que soit le poids de la personne que tu as en face de toi, c'est une question de synergie. Où est-ce que tu mets tes mains, où est-ce que tu portes, quel est l'élan que tu mets dedans. Et en fait, tu te rends compte que oui, tu peux porter quelqu'un, c'est pas genre juste t'es fort, t'es faible. Mais bon, quand tu vois Jordan Mouillerak et Lenny, tu comprends pourquoi les portées sont plus faciles que Roman et Anna. Voilà, on est pareil. Ce qui veut dire que pour moi, les portées, c'était vraiment une source d'angoisse parce que il y en a qui étaient très faciles parce que c'était une question de technique où j'arrivais à le choper facilement. Et il y en a qui étaient très difficiles parce que j'avais pas la force nécessaire ou j'avais peur. Et donc il y a ce porté. Et ce porté-là, je galère. Genre vraiment, on y arrive une fois sur 5. Et 2-3 jours avant, la répétition, on se dit, bon, j'y arrive quand même une fois sur 5, c'est peut-être un peu dangereux de faire ça. Allez, on y va. On se réentraîne, on le fait 1000 fois et je commence à y arriver 2 fois sur 5. On repasse à 1, on arrive à 3, enfin, mais c'est jamais du 100%. Le jour même, on fait la répète et ça fonctionne. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est pas compliqué. Je vous ai dit, c'est une question de technique. Il suffit juste qu'elle arrive pas trop vite. C'est ça, en fait, l'enjeu, il faut qu'elle arrive pas trop vite, qu'elle pose ses mains et qu'elle envoie ses jambes, même avec de la force, comme ça, mais au final, assez lentement. Tout est là. Le secret de la réussite de se porter avec moi qui fait le même poids qu'Anna, c'est est-ce qu'elle va pas arriver trop vite dans ma gueule? Et d'ailleurs, les fois où elle arrive assez lentement, c'est plus difficile à porter parce qu'il y a moins d'élan, mais j'y arrive plus facilement parce que j'ai plus de temps pour comprendre où est-ce que je dois mettre mes mains et machin. On commence la rumba. C'est la danse qu'on a le plus travaillé. C'est cette rumba dans laquelle on a mis tout notre cœur. C'était sur le Roi Lion, c'était magnifique. On est là, et puis je sais pas, c'est un moment où je commence vraiment à me révéler. Et donc on commence la choré et je sens qu'il se passe quelque chose. Que cette choré, elle déchire sa mère. Je sens que les gens autour, ils sont en train de kiffer. Ils applaudissent plus souvent que d'habitude. J'entendais wouh, des machins, des trucs. Je fais, on est en train de défoncer ça. Là, j'ai un premier porté, voilà, il est trop beau. Et puis en plus, c'est l'histoire de la vie. La musique, elle porte de ouf. Et je sens qu'on commence à y aller. Je sens que Anna, je sens qu'elle commence à se lâcher. Je me dis, elle se lâche, elle fait des parfait. Et là, moi, mais je sens que mon mouvement, il est bien. Et je fais, oh, c'est nickel. Et là, je me dis, bon, ok, il y a le porté qui arrive. Ça va le faire. Il faut juste qu'elle arrive pas trop vite. Je suis à l'autre bout du parquet. Et je vois le visage d'Anna qui fait. Et je fais, on va foirer ce porté. On va foirer ce porté, c'est sûr et certain. Parce que je vois un buffle qui est prêt à me défoncer. Et je la vois arriver, mais je me suis dit, dans ce genre de situation, je fuis normalement. J'ai cette meuf qui fonce vers moi et je fais, on va le foirer ce truc. Et donc du coup, elle arrive, elle met ses mains, évidemment, elle part en arrière et en fait, on foire complètement le porté. Et du coup, c'est dommage parce que ça a gâché cette magnifique chorégraphie. Comme quoi, l'obsessivité, de se dire on va le faire quand même si ça marche pas trop, ça a quand même ses limites. Vous m'aviez demandé une anecdote, j'ai fait un roman, bordel. Je regarde juste l'heure. C'est à cet instant que notre interview se transforme en séance potin. Donc, sur les réseaux, nous avons pu remarquer ta déception due au fait que ton ex-danseuse t'ait remplacée. Ouais, c'est vrai. Cela nous a poussé à nous demander pourquoi autant de jalousie. Ce qui nous a amené à cette question. Est-ce que les rumeurs de l'idylle d'Elsa et Michou 2.0 sont vraies? Tout ça pour ça. Toute cette interview de 1 heure à me poser des questions sur comment j'écris. Vous n'avez rien à foutre, vous voulez savoir si je suis sorti avec un arrière-A. C'est ça la question? Eh bien écoutez, il n'y a pas de bug sur la vidéo, c'était pour vous. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas eu de rumeur. Un peu quand même. Un peu quand même. Un peu beaucoup. Je vais vous décevoir, il n'y a jamais rien eu d'amoureux entre Anna et moi. Pour la simple et bonne raison que je pense notre amitié plus forte et qu'on a eu un truc tout de suite de rapport quasi fraternel. Elle était ma pédagogue et ma partenaire dans ce moment et en plus elle c'était sa première année
de danseuses. Donc pour tous les deux, c'était une nouveauté. J'aurais été avec quelqu'un comme Inès Vandamme, par exemple, ou Candice Pascal, qui l'ont fait plein de fois. Elles ont, je pense, elles ont l'habitude, elles connaissent, elles ont leurs repères, même si chaque année c'est nouveau et c'est magique. Avec Anna, il y avait vraiment ce truc où c'était une totale découverte pour elle. Et donc on était un petit peu ce truc où il y avait une vraie égalité de, on est tous les deux largués, et puis on était aussi les plus jeunes en âge. Donc il y avait ce truc, on était vraiment les petits jeunes, et on était un peu en mode, ah, on va tous les niquer. Ouais, donc on avait vraiment ce rapport-là fraternel. Anna m'a appris beaucoup de choses, par contre, qui m'ont servi dans ma vie amoureuse. Ah bon? Et oui, parce que, bon, il se trouve que j'étais pas quelqu'un de particulièrement galant. Aussi parce que ces dernières années, on nous a un peu appris que la galanterie, c'était un peu passé de mode. Donc moi, je suis arrivé à un moment, voilà, post-adolescence, où on me dit, bon non, la galanterie, c'est pas, on n'est plus dans les années 20. Anna, là-dessus, elle est un petit peu conservatrice. Et elle a fini par me dire, tu me tiens pas la porte, tu portes pas mon sac, et tu m'ouvres pas la portière de la voiture quand j'arrive. Et j'ai envie de dire, meuf, déjà, on baisse pas, donc détends-toi. Elle me dit, mais c'est pas une question de ça, c'est je suis une femme, t'es un homme, tu dois m'ouvrir la porte. C'est peut-être un petit peu vieux jeu sur le papier, mais moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que depuis, je suis devenu quelqu'un d'un peu plus galant. Et messieurs, peut-être ça dépend de la personne que vous avez en face de vous aussi, mais ça marche quand même. Il y a quand même il y a un effet, il y a une conséquence. Donc voilà, on va dire que puis Anna m'a tellement donné confiance en moi, elle m'a tellement appris à être à me voir à ma juste valeur. Je pense qu'elle m'a beaucoup plus aidé en tant qu'amie qu'elle l'aurait été en tant qu'amoureuse. Et puis elle avait un mec, donc voilà, à la fin, voilà. Allez, là, il faut vraiment que je vous laisse. C'était la dernière question, il en reste une? Alors on va faire la dernière question, on va zapper l'avant-dernière. Ok. C'est quoi ton rêve? Simple, efficace. Comment ça, simple, efficace? Une question comme ça, tu sais très bien que je peux te faire 1h30. C'est quoi mon rêve? Réponse courte. Ok, c'est quoi mon rêve? La paix dans le monde, un monde sans plastique. Et d'un point de vue très égoïste, très bêtement, la recherche de la vérité, la recherche de la vérité. Là, je pars à la recherche de la vérité. C'est éclaté comme réponse, ça ne veut absolument rien dire, mais j'ai plus le temps. Petite fin. Et c'est ça, petite fin. Et oui. Et donc, merci beaucoup pour cette interview. C'était très très chouette. On a adoré. Je pense, je parle pour toi, mais on a adoré. Oui, on a adoré. Et donc, pour terminer cette interview, petit clin d'œil au culturel qui reprend sa nouvelle saison le 21 août. Voilà. Allez, checkez ça. Oui. 6-9 la trick. Bisous.